Il y a de grandes villes, de grandes métropoles où la bulle immobilière menace. C'est ce que nous dit en substance la banque suisse UBS. Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là, directeur à l'OFCE. Donc les risques de bulle immobilière guettent les métropoles mondiales, les grands centres urbains. C'est ce que nous dit donc cette banque suisse UBS. Risques de bulles qui sont en train de s'accroître. Toronto est la ville la plus en risque. Qu'est-ce que nous dit cette étude? Il y a Londres, Hong Kong, Sydney, Stockholm, Amsterdam et Paris. Mais en même temps, quand on a un peu de mémoire, on se souvient qu'en 2016, je ne sais pas si on a cette discussion ensemble, UBS avait déjà dit la même chose, soit c'était surévalué, au pire il y avait un risque de bulle. Déjà, comment est-ce qu'on arrive à de telles conclusions? Comment est-ce que fait UBS pour en arriver là? Alors, il y a plusieurs éléments pour apprécier d'une bulle. Le premier, c'est de regarder l'évolution des prix de l'immobilier. Quand ils augmentent très vite c'est plus vite que l'inflation, et pendant plusieurs années, on se dit qu'il y a potentiellement un problème. Une autre façon, c'est de comparer le prix des loyers avec le prix de l'achat d'un appartement, donc de calculer une espèce de rentabilité d'un logement ou d'un appartement ou d'un bien immobilier dans une ville, et de s'apercevoir que c'est un peu l'équivalent d'un PER, un Price Earning Ratio, pour les actions. Parce que UBS nous dit avoir mis au point un indice des bulles immobilières en regardant ce qui est assez classique, les distorsions entre les prix immobiliers et les salaires. Voilà, et alors après, il regarde aussi donc un indicateur qui est le price to income. On rapporte les prix de l'immobilier aux revenus des gens qui habitent dans la ville. Il regarde aussi l'évolution des crédits immobiliers qui sont réalisés. Alors pas dans la ville, mais dans l'ensemble de l'économie, avec l'idée que quand il y a beaucoup de crédits, la probabilité d'une bulle augmente. Et donc ils combinent ces différents éléments pour arriver à leur indicateur de bulle. Donc le message d'UBS, c'est quoi? C'est que le risque d'éclatement de bulles immobilières dans le monde a progressé ces 5 dernières années. On ne peut pas dire le contraire? Voilà, alors effectivement, c'est la conclusion de leur analyse. Bon, ça ne choque pas le bon sens, hein, c'est-à-dire que quand on regarde les évolutions des prix de l'immobilier dans ces villes-là, on se dit effectivement, on atteint des sommets. Mais ça tient. Voilà. Mais alors, c'est ça le problème, vous l'avez dit, ça marche assez bien dans l'histoire, donc c'est un assez bon prédicteur des bulles, mais ça donne beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire que ça nous annonce des cracks immobiliers qui n'arrivent pas. Et donc il y a quelque chose en plus. On ne dit pas un truc et son contraire là? Eh ben non, on ne dit pas un truc et son contraire, c'est que ça marche en moyenne, ça marche relativement bien, mais malgré tout, ça donne beaucoup de faux positifs. Donc ça sonne, c'est comme une alarme qui se déclencherait trop facilement. Voilà. Et qui ne prend pas en compte d'autres éléments qui peuvent venir expliquer pourquoi les prix de l'immobilier s'accroissent, ou pourquoi on peut être... vous voyez, quand on parle de bulle, on sous-entend une bulle de savon, quelque chose de très fragile qui peut éclater, alors qu'en fait, les survalorisations dans les villes peuvent être excessives au regard d'un certain nombre d'indicateurs, mais peuvent persister. D'où le concept de bulle robuste. D'où le concept de bulle robuste, exactement. On aime bien à l'OFCE. Que j'ai presque inventé. Donc, On va le déposer évidemment à l'LPI. L'étude évidemment d'UBS ne cherche pas à prédire quand la bulle éclatera, parce que personne ne sait quand une bulle va éclater, on le sait en général une fois qu'elle l'a éclaté, mais plutôt identifier donc les villes où il y a un risque de taux d'intérêt. C'est ça en fait, le jour où le taux d'intérêt remonte, les villes qui sont plus en risque, c'est ça l'objectif aussi de l'étude. Alors, bon, c'est ça aussi, hein, effectivement, un point important, c'est le lien qu'on peut faire entre ces bulles et la politique monétaire. C'est-à-dire, il y a un double lien. Le premier lien, c'est de dire, ces bulles, elles se déclenchent quand les taux d'intérêt sont très bas. On est dans une période où les taux d'intérêt sont très bas, on est dans une période où, avec le quantitative easing, on a alimenté le crédit. On devrait en sortir en 2019, on en parlera juste après. Voilà, mais donc ça pourrait, c'est souvent pointé comme un facteur explicatif de la montée des bulles. C'est pas si simple, et la causalité est quand même très très discutée. Et puis, il y a le deuxième lien qui peut se produire, qui est indépendamment de savoir en fait si la bulle a été fabriquée par une politique monétaire trop expansive. Qu'est-ce qui va se passer quand la politique monétaire va devenir un peu moins expansive, des taux d'intérêt qui vont monter, un quantitative easing qui va se restreindre, et donc peut-être des banques qui vont soit moins prêter dans l'immobilier, soit se mettre à
être un peu plus regardant sur la qualité du crédit immobilier. Et alors, réponse mon général? Et alors, c'est là où la notion de robustesse de la bulle est très importante, parce que en fait, la robustesse de la bulle, on va la mesurer au fait qu'elle peut résister à un changement de pied dans la politique Alors justement, monétaire. Paris, parlons-en. Paris, qui est classée 9e grande ville d'après la banque suisse UBS, être la plus en risque. Quand on voit le prix au mètre carré, un peu moins de 9 000 € de mémoire, est-ce qu'on se dit que c'est une évidence qu'il y a une bulle, mais qui est peut-être robuste pour le Mais voilà, c'est tout le problème. Donc quel est le fondement de ces prix de l'immobilier? C'est que, en fait, dans une ville, on ne peut pas construire de logements. Il y a une forme de contrainte, de restriction du nombre de logements qui sont possibles dans la ville. Et en fait, les villes peuvent s'étendre uniquement à leur périphérie. Or, la périphérie est moins attractive que le centre parce qu'elle est plus loin, parce qu'elle est moins sympathique, elle est moins bourgeoise, elle est moins bien dotée en équipement. Et donc, du coup, les gens font un arbitrage entre soit payer très très cher au centre, soit payer beaucoup moins cher en périphérie, mais accepter beaucoup d'inconvénients en termes de sécurité, de déplacement, de temps de transport. Voilà, plus il y a de la congestion, moins la périphérie est attractive, par exemple. Et ça peut faire que malgré tout, même si ça coûte très très cher d'acheter dans le centre de la ville, parce que le centre de la ville reste extrêmement attractif, parce que la ville est dynamique, on y trouve des salaires élevés, on y trouve une qualité de vie soutenue, et tout ça en quantité très limitée, tous ces attraits-là peuvent soutenir, maintenir le prix, même dans le cas où la politique monétaire conduirait à une montée des taux d'intérêt. Et c'est un petit peu ce qu'on constate à Paris. En fait, si on regarde en détail, ce qui a vraiment déclenché la remontée des prix de l'immobilier à Paris, plus que la politique monétaire, puisque la politique monétaire a été expansive assez tôt, et la remontée des prix ou la stabilisation des prix s'est produite beaucoup plus tard, avec un très grand décalage avec la politique monétaire. Ce qui a déclenché à nouveau la montée des prix, c'est presque paradoxalement le fait qu'ils n'aient pas vraiment baissé. Et c'est ça qui rassure tout le monde en se disant, mais si les prix ne peuvent pas baisser, à ce moment-là, même si je paye très cher, c'est potentiellement un très bon investissement que d'investir à Paris. Et à ce moment-là, le marché se réalimente, et il s'est beaucoup plus réalimenté à Paris qu'en province. Donc là aussi, ça vous indique que l'influence de la politique monétaire est vraiment à nuancer. Ça a un rôle, parce que évidemment, il y a les taux d'intérêt et le crédit immobilier, mais c'est loin d'être le facteur principal. Il y a quelques mois, la Banque de France écartait justement le risque d'une bulle immobilière, mais il y a quand même des facteurs structurels qui pèsent négativement sur les prix, le vieillissement de la population, les écarts de salaire, encore une fois, entre les Parisiens et le prix de l'immobilier à Paris, voilà, le poids des dépenses immobilières dans le budget des ménages, tout ça devrait quand même pousser les prix, en tout cas, pas à la baisse, mais au moins une stabilité. Alors, c'est exact, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui peuvent rendre les prix, Force de rappel, au bout d'un moment, inacceptables. C'est-à-dire les gens ne peuvent même pas se payer un emprunt. Et donc, ce qui est déjà le cas. Et donc, il n'y a plus d'acheteurs. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de transactions, ça me donne il y a beaucoup d'acheteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a beaucoup d'acheteurs? Parce qu'il y a quand même des marges de flexibilité, de souplesse, qui sont, par exemple, d'accroître les inégalités. Donc le mouvement va être d'augmenter. Enfin, oui, par exemple, pour être acheteur aujourd'hui à Paris, non seulement il faut être plus riche, il ne faut pas forcément être plus âgé, mais il faut souvent, avec une plus grande probabilité, avoir reçu un héritage ou une donation. Donc c'est ça qui vous permet d'accéder au marché immobilier. Et c'est ça qui fait qu'il y a une inégalité qui se crée, qui est qu'il y a de plus en plus d'héritiers, en quelque sorte, qui peuvent accéder au marché immobilier à Paris. Mais ça restreint l'accès à Paris. Il ne peut y avoir que des héritiers, et ça permet de soutenir encore un petit peu le marché immobilier. La démographie est aussi un effet qui joue. On attend beaucoup du vieillissement, effectivement, et l'effet que beaucoup d'appartements vont se libérer. Et donc seront à vendre. Et donc seront à vendre pour que les prix baissent. Mais voilà, le problème, c'est que cette démographie, elle se produit assez lentement, et que les pressions dans l'autre sens il suffit qu'elles soient un tout petit peu plus rapides, et que l'attraction de Paris soit maintenue, pour que on absorbe sans trop de difficultés l'effet du vieillissement. Donc la conclusion, c'est que le marché parisien de l'immobilier, il est très cher, il est surévalué, mais la bulle est robuste. Mais ça peut tenir. Et on peut très difficilement conclure du fait que c'est surévalué, et là on peut être d'accord sur tout un tas d'indicateurs, que cette surévaluation indique nécessairement un krach à venir des prix de l'immobilier dans les semaines qui viennent, ou peut-être même dans les années qui viennent. Voilà. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Xavier Timbaud, économiste et directeur à l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bye.